Est-ce que toi aussi, tu as le syndrome de l'imposteur en amour? Est-ce que tu penses que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne mérites pas, que c'est normal que tu sois avec quelqu'un que tu trouves finalement quelconque, et que si tu es toujours célibataire depuis tant d'années, c'est sans doute que tu ne vaux pas mieux que ça et que tu devrais peut-être envisager de cesser de chercher l'amour? Alors si c'est ton cas, si tu galères en amour, si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu es rejeté, si les personnes qui t'intéressent ne s'intéressent pas à toi et vice-versa, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais te donner quelques clés qui vont t'aider à comprendre que ce que tu vis là ne relève absolument pas du hasard. Bonjour à toutes et à tous, à toi qui m'écoutes peut-être pour la première fois. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui jusque-lors ont fait de mauvais choix, se sont plantés au casting, à attirer directement la bonne personne et à ne pas retomber dans les schémas récurrents dans lesquels ils ont été pendant leurs dernières histoires importantes. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Tous les liens sont dans la description. Le syndrome de l'imposteur en amour n'est pas anodin. Je crois qu'il concerne tout le monde et dans tous les domaines et bien sûr, quel que soit ton sexe. Je vais donc te donner 3 clés, 3 approches qui vont t'aider à comprendre les origines de tes échecs amoureux. À chaque fois, j'essaie de choisir un homme et une femme parmi mes coachés, parce qu'évidemment, je les connais beaucoup mieux que toi, et je vais tenter d'éclairer ta lanterne. Tu te doutes bien que ce n'est pas simplement une histoire de confiance en soi, d'estime de soi, ce mot tarte à la crème qu'on voit partout et que je ne peux plus supporter. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et donc, à travers l'exemple de Mélinda et de Damien, je vais te montrer 2 façons différentes de vivre le syndrome de l'imposteur. Mélinda a une particularité. Elle flash pour des hommes impossibles, donc soit pas libres, soit ils ont d'autres priorités, ou alors elle va mettre en place des stratégies de séduction de folie pour que le gars tombe amoureux d'elle, mais pas d'elle en tant qu'être, d'elle en tant que personnage qui a fabriqué des circonstances et des situations extraordinaires. Et à chaque fois, elle démarre une histoire sur les chapeaux de roue et elle se retrouve du jour au lendemain ghostée brutalement. Comme ça lui est arrivé 7-8 fois alors qu'elle a juste 30 ans, elle se pose des questions et surtout, elle ne veut plus que ça lui arrive à nouveau. Et si on regarde bien quelles sont les erreurs qu'elle aurait pu connaître, il y en a plusieurs. La première, c'est déjà des hommes impossibles. Donc ça, on va éliminer. C'est tellement simple que vous aurez compris sans que j'ai besoin de développer. En revanche, très souvent, ce qu'elle fait, c'est que elle rentre dans l'histoire d'une manière un peu théâtrale. Elle n'observe pas ou elle ne relève pas les éléments que l'autre lui dit, qui pourtant pourraient montrer qu'à terme, ça ne va pas fonctionner. Encore un point important, à partir du moment où elle démarre de manière théâtrale, elle oblige l'autre à se théâtraliser lui-même et les deux avancent masqués. Et très rapidement, elle va révéler sa vraie nature, à savoir une petite fille qui a besoin d'attention. Et lui va révéler sa vraie nature, à savoir un homme qui n'est qu'un homme et qui n'est pas aussi théâtral, shakespearien, voire Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. Il n'est donc qu'un homme ordinaire avec ses préoccupations ordinaires. Ce qui nous amène évidemment au point d'après, qui est la projection de Mélinda sur les hommes qu'elle rencontre. Et bien sûr, compte tenu de son histoire, elle va projeter la famille idéale. Et chez elle, ce n'est pas simplement le père ou la mère, c'est le père, la mère et la fratrie. Ça veut dire que Mélinda va chercher inconsciemment des hommes qui vont l'érotiser uniquement parce que ils vont lui donner l'illusion dans un premier temps qu'elle a rencontré ses parents idéaux, voire sa famille idéale, et qui vont se révéler finalement soit nazes, pourris, glauques, comme les personnes qui l'ont élevé, soit tout simplement humains. Et si on regarde le profil de Damien, c'est assez intéressant, il est un peu plus âgé, il a 35 ans, et lui, il est attiré par des femmes belles, intelligentes et de bon milieu. Et on va voir à quel point c'est important. Et là, il s'est trouvé qu'à travers ces 4 dernières histoires, j'ai pu établir un lien qui nous a permis de comprendre pourquoi il était aussi maltraité. Alors que c'est un type charmant qui a tout pour lui. Honnêtement, il a tout pour lui. Donc, vu de l'extérieur, il mérite. Sauf que, entre ce que nous voyons et ce que lui ressent, il y a souvent, j'allais dire un gap, que dis-je, une péninsule. Une de ses chéries, potentielles parce que ils n'ont encore rien fait ensemble, lui écrit cette phrase qui veut tout dire, mais je ne suis pas prête à m'ouvrir plus pour le moment, cher ami. Ça pue, non? Elle ajoute, j'ai besoin d'explorer et de m'amuser
et de voir ce que la vie me réserve. En gros, c'est pas toi qui vas m'apporter ce dont j'ai besoin. Et elle conclut par « J'adore te voir et passer du temps avec toi ». Donc ce qui est intéressant avec cette jeune femme, c'est qu'elle nous donne la recette de la sauce à laquelle elle a l'intention de le manger. Elle veut le voir, le revoir, se marrer avec lui, puisqu'elle veut du fun, mais elle ne veut rien lui donner de plus. Et comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, vu que je l'accompagne depuis 1 an on et off, j'ai fait le lien avec sa dernière conquête qu'il a rencontrée pour le travail à Copenhague et qui lui dit « Si tu viens à Copenhague alors qu'ils ont fait l'amour, tu ne viens pas pour moi ». Ce qui est délirant. S'il retourne à Copenhague, c'est pour la voir, c'est pas pour autre chose. Et puis, il y a à son boulot les nanas qu'il regarde avec un petit air méprisant, genre « T'as vu le beauf là-bas ?» Et puis, il y a aussi les nanas qui le ghostent ou qui le bloquent sur WhatsApp ou sur une application. Vous allez me dire, aucune de ces nanas n'a le même profil. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de place pour lui. Il est rejeté et il se sent blaireau. Alors, pourquoi se sent-il blaireau? C'est ça qui nous intéresse. Damien ne se sent pas blaireau au même endroit que Mélinda n'avait pas le droit d'être aimée. Damien se sent blaireau parce qu'il a un contrat implicite avec sa mère qui, pour lui donner la vie, a épousé un homme qui n'était pas de son milieu. Alors il a cette recherche frénétique d'une femme d'un bon milieu, mais qui bien sûr va le rejeter, puisque sa mère a été rejetée par son milieu lorsqu'elle a épousé son père. Sauf que c'est grâce au sperme conquérant de cet homme que Damien a reçu la vie. Alors comment peut-il résoudre l'équation de ce que je te dois, papa, c'est la vie, mais en même temps, maman a trahi son milieu pour t'épouser et me donner la mienne de vie, et en même temps, maman a une attente très forte en ce qui concerne la femme de ma vie, puisqu'elle doit réparer ce à quoi elle a renoncé. Et comme il y a papa et maman dans l'histoire, il va donc rencontrer des femmes du milieu idéal pour maman, voire aller plus loin dans la relation, vivre avec ou faire l'amour. Mais comme il n'a pas le droit, parce que papa a été le paria dans la famille de maman, il va se débrouiller pour que ça ne fonctionne pas. Nous voilà donc avec 2 exemples, à travers Mélinda et Damien, de personnes qui sont bien sous tout rapport, mais qui n'ont pas le droit d'être heureuses en amour, puisque ça n'est pas autorisé, vu qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui les télécommande. J'ai un autre exemple qui est beaucoup plus classique, c'est celui de Bertrand et de Sylvie. Eux sont plus âgés, ils ont la cinquantaine. Bertrand est un enfant adopté, et son père ne le lui a dit que sur son lit de mort lorsque Bertrand avait 25 ans. Et en même temps, sans même le lui avoir avoué, le message qui a été reçu par Bertrand, c'est « Tu ne vaux rien, tu as de la chance qu'on s'occupe de toi, tu pourrais être à l'orphelinat ou à la DAS, tu nous dois tout », alors même qu'on ne lui avait pas dit qu'il était adopté. Donc, il a vécu dans l'angoisse de la séparation. Et en réalité, son inconscient, sachant qu'il avait été adopté, avait déjà vécu un premier abandon et revivait le second abandon à travers les propos de son père adoptif. Et bien sûr de sa mère adoptive qui allait dans le même sens. Du coup, alors que Bertrand est un beau garçon qui a tout pour lui, il passe son temps avec des femmes qu'il méprise ou qu'il utilise. Et il a l'impression que c'est déjà vachement bien. Et lorsqu'il a failli se faire complètement manipuler par la première femme qu'il a rencontrée sur une app, je lui ai expressément demandé d'arrêter. Il n'en a pas dormi de la nuit, il l'a fait. Et bien sûr, maintenant il me remercie. Mais sur le moment, ça a été une tragédie pour lui parce que son rôle, c'est d'être au service des femmes puisqu'il est sur un siège éjectable, compte tenu de ce que ses parents adoptifs ont véhiculé comme message. Et dans le même genre, nous avons Sylvie, qui était une petite fille tout à fait charmante, mais à la naissance de sa sœur handicapée, elle est devenue le souffre-douleur de sa mère, le père étant absent et laissant faire, et sa sœur occupant tout l'espace. Et lorsque la sœur handicapée est décédée, la mère de Sylvie lui a dit, devant sa tombe, « J'aurais préféré que ce fût toi à sa place. » Comment voulez-vous que Sylvie se sente à la hauteur, digne d'être aimée? Comment voulez-vous qu'elle ne s'amourage pas d'hommes qui la méprisent? Sylvie recherche, à l'instar de Bertrand, la famille d'accueil parfaite, tombe sur des hommes qui, dans un premier temps, lui donnent l'illusion que ça va être le cas, et qui, bien sûr, révèlent leur vrai visage. Mais dans le cas de Sylvie, ce ne sont pas des hommes ordinaires, ce sont des hommes qui vont se comporter avec elle exactement comme sa mère s'est comportée avec elle. Ce qui nous amène, avec la présence de la tierce, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler souvent, à mon 3e point, ma 3e clé, c'est la comparaison. C'est-à-dire que, ayant vécu avec une tierce qui peut être une situation, une personne qui t'a programmé à avoir l'impression que tu n'étais rien et que l'autre avait tout, tu as tendance, lorsque tu rencontres quelqu'un, à te dire que n'importe quelle autre personne ferait mieux l'affaire que toi. Par exemple, tu es grande, tu fais la taille de ton date, et tu te dis que si tu étais petite, ça fonctionnerait mieux. Ou le contraire.
Si tu es blonde, tu vois une brune qui passe et qui est très belle, tu te dis que cette belle brune pourrait bien sûr obtenir son amour fou et inconditionnel. Tu n'as pas fait d'études, tu penses que tu en as trop fait et qu'une fille qui en a fait moins pourrait plus lui plaire, ou le contraire. C'est-à-dire que tu ne vois que tes défauts, tu fantasmes que si tu étais différent, et que si tu n'avais pas ces défauts, tu serais davantage aimé. Alors que l'autre est tout à fait intéressé par toi. Cette comparaison, elle te permet, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, de recréer les conditions du trauma. Exemple, la tierce occupant tout l'espace, toi étant la Cosette, #nul, tu vas te débrouiller pour rencontrer des personnes qui vont te faire sentir Cosette ou nul, ou alors que l'autre personne t'investit, et c'est là où c'est plus subtil, tu vas te débrouiller pour te sentir toi-même une merde. Alors que finalement, c'est toi qui fabriques cette situation pourrie. Parce que si l'autre est là en face de toi pour la 3e fois, c'est qu'il te trouve un intérêt. Alors tu vas me dire, peut-être que l'autre ne s'autorise pas quelqu'un de mieux, comme ces personnes que tu fantasmes, ou comme ton toi idéalisé, #la meilleure version de toi-même, cette phrase que je déteste. Mais même si c'était le cas, eh bien profite. Si l'autre ne s'autorise pas mieux parce qu'il a l'impression que tu es le top pour lui, c'est parfait. Ce qui serait gênant, c'est qu'il soit avec toi en pensant qu'il mérite mieux mais qu'il ne peut pas. Si lui considère que tu es le top, c'est merveilleux. Alors, si lui le considère, pourquoi toi ne t'autorises-tu pas à le considérer? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu as toi-même ce syndrome de l'imposteur, raconte-moi comment ça se passe et dis-moi comment je peux t'aider. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi.